Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette réunion d'information et de concertation. Aujourd'hui, nous allons parler du futur réseau technique qui produira de la chaleur renouvelable à base de plaquettes de bois bocagère déchiquetées pour les bâtiments communaux. Ce projet est soutenu par le programme Interreg Shift en faveur de la chaleur renouvelable. Et d'ailleurs, je remercie les Pays-Bas et l'Angleterre pour leur présence. M'accompagne autour de cette table Arpan Dutta, qui est en charge du projet au sein de la commune. Merci. Dominique Plumaille, qui est Société Céden, expert en réseau de chaleur biomasse. Et Marie Henneron, chef des projets REV 3 au sein de la commune, qui animera cette réunion et à qui je donne la parole de suite. Merci Monsieur le maire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Exceptionnellement, pour des raisons sanitaires, nous avons dû réaliser cet atelier en ligne. Et je vous informe que toutes les règles sanitaires sont respectées sur ce plateau. Bienvenue pour 1h30 d'échanges en 4 séquences. Premièrement, Arpan Dutta présentera les enjeux écologiques et énergétiques dans lesquels s'inscrit ce projet. À la suite, Monsieur Plumaille vous présentera le projet. Nous pourrons ensuite répondre à toutes vos questions via le chat qui se situe en bas à gauche de votre écran. Vous pouvez dès à présent nous poser vos questions ou déposer des commentaires. Enfin, viendra le temps de vous donner toutes les clés pour décider de l'aspect extérieur du bâtiment qui accueillera la chaufferie. Monsieur le maire, pourquoi avez-vous décidé de produire ce premier réseau technique de chaleur à Fourmies? Oui, Marie. En fait, nous avons fixé un objectif à Fourmies, c'est d'être autonome en énergie renouvelable à l'horizon 2050. Nous avons d'ores et déjà déployé plus de 1000 m² de panneaux photovoltaïques. Nous avons aussi entamé la réhabilitation thermique des bâtiments communaux, ne serait-ce que l'ancienne friche commerciale DIA qui va être le tiers-lieu, ou encore les écoles. Et bien évidemment, le projet qui nous concerne aujourd'hui, c'est notre premier réseau de chaleur renouvelable. Alors, il est vertueux parce que d'une part, il utilise nos ressources naturelles, les haies bocagères, et on parlera bien évidemment derrière de protection de notre environnement et de notre paysage bocager. Il stabilise aussi ou crée de l'emploi, et notamment aussi dans le domaine agricole. Il diminue bien évidemment les gaz à effet de serre. Il est intéressant économiquement, puisque bien évidemment subventionné, j'en parlais tout à l'heure grâce au programme Interreg Shift, mais aussi il nous permet de stabiliser le prix d'énergie. Et enfin, il contribue aussi à notre indépendance énergétique locale. Alors, comme tous les projets aussi, Marie, j'ai souhaité associer les habitants. Pourquoi ? Parce que ce réseau de chaleur, bien évidemment, on sait que c'est des tuyaux, mais au bout, il y a quand même une chaudière biomasse, qui est quand même un équipement d'une certaine taille, et je souhaite que les habitants soient associés pour donner leur avis et voter pour l'aspect esthétique. Donc c'est le bon moment. C'est le bon moment, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ce sera inscrit dans le cahier des charges qui sera dédié aux architectes. Tout à fait, puisque nous avons fait des études économiques qui nous permettent de dire que ce projet est viable économiquement. Hein. On le dira tout à l'heure, c'est monsieur, je pense, Plumaille qui s'en chargera. Nous en sommes maintenant à l'écriture du cahier des charges pour lancer cet appel d'offres. Il ne manque plus que cet aspect esthétique, et c'est là où on a besoin de vous, téléspectateurs, ou je ne sais pas comment on dit maintenant, les téléwebinaires, je ne sais pas. En tout cas, pour venir alimenter ce cahier des charges qui sera imposé aux architectes. Parfait. Arpan, se chauffer en chaleur renouvelable répond à des problématiques environnementales et énergétiques actuelles. Lesquelles? Oui, exactement. Donc, pour répondre à cette question, il faut savoir c'est quoi le changement climatique. Pour bien comprendre le changement climatique, il faut comprendre l'effet de serre, qui est un phénomène naturel. Notre Terre est éclairée par le Soleil. Donc, une partie qu'elle reçoit est reflétée vers l'espace. Par contre, les gaz comme le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote retiennent une partie de la chaleur et lui renvoient sur la Terre, ce qui contribue à le réchauffement naturel. Mais depuis la première révolution industrielle, les activités humaines comme la combustion excessive de gaz et de pétrole, la déforestation et l'agriculture intensive et le gaspillage d'énergie permet d'augmenter la quantité de CO2 et méthane qui a déséquilibré ce phénomène naturel. Donc ce gaz s'accumule dans notre environnement. Selon l'observatoire de NASA, la quantité de CO2 a déjà augmenté de 47% depuis la deuxième révolution industrielle et 11% depuis l'année 2000.
Aujourd'hui, la concentration de CO2 dans l'atmosphère est la plus élevée depuis les derniers 800 000 ans. Donc il y a bien évidemment des conséquences de nos actions. Le premier est la montée des températures. Aujourd'hui, la température moyenne de Terre a déjà augmenté de 1 degré depuis la fin du 19e siècle. Si on continue avec nos habitudes actuelles, cette quantité va doubler d'ici 2100 et on verra la température moyenne de la Terre grimper entre 1,5 et 4 degrés dans les pires des cas. On voit déjà des effets négatifs. L'année 2020 était la plus chaude que la France ait connue depuis des années 1900. Et pour l'année 2050, les scientifiques prévoient les étés plus chauds et les hivers moins froids, plus des jours chauds, plus des canicules comme celle de l'année 2003, plus de sécheresse comme on a connu dans la région dans les années passées, et aussi plus des pluies hivernales. Le deuxième impact est sur les niveaux des mers. Avec l'augmentation des températures, la réduction des altitudes des glaciers et leur disparition éventuelle est un risque, ce qui contribue à l'élévation des mers. Les banquises arctiques ont déjà disparu de 36% depuis des années 80, avec un taux de réduction de 13% par décennie. Déjà montées d'environ 20 cm pendant le XXe siècle, les mers et les océans pourraient s'élever d'1 mètre si on continue avec nos habitudes actuelles et continue d'augmenter les émissions. Ce qui pose un vrai problème pour nos côtes et nos habitants dans la région Hauts-de-France. Vous verrez dans cette image, dans la carte, qu'avec une hausse de 4 degrés Celsius, en 2100, les villes comme le Dunkerque et Calais seront sous l'eau. Donc, quelles seront les conséquences? Il y aura des conséquences sur notre alimentation avec la baisse des rendements. Il y aura aussi l'augmentation des prix d'alimentation. Le deuxième est sur notre santé. Il y aura des surmortalités à cause des canicules régulières et présence des maladies tropicales en France. Le troisième est sur la nature, avec plus des feux de forêt et impact sur notre tourisme et sports hivernaux. Et le quatrième est sur notre vie habituelle. C'est avec la restriction sur l'usage de l'électricité. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes de refroidissement des centrales nucléaires. Pourquoi un projet comme le réseau de chaleur? Comme M. le maire a parlé tout à l'heure, ce projet de réseau de chaleur alimenté d'une source durable a été co-conçu, tenant compte non seulement les ambitions énergétiques et environnementales de la ville, mais aussi celles de la France et de l'Europe. Pour ce projet, on est accompagné par l'Union européenne dans le cadre d'un projet Interreg du maire Shift, comme M. le maire a parlé tout à l'heure. Donc, ce qui vise le développement des pilotes uniques comme le nôtre en France et en Pays-Bas, en Belgique et aussi en Angleterre, aussi soutenus par des autres partenaires éducatifs et industriels. Merci Marie. Merci Arpan. Monsieur Plumaille, notre projet répond aux enjeux que vient d'évoquer Arpan. Concrètement, comment ça marche un réseau technique de chaleur et quels sont les bénéfices pour les habitants de Fourmies? Merci Marie. Bien écoutez, je vais vous présenter le projet dont vous m'avez confié l'étude en abordant ce sujet sous deux angles. Le premier est plutôt sous l'angle des atouts du bois énergie et le second, très concrètement, en vous présentant en détail ce projet. Ce que vous évoquez tout à l'heure, Arpen, concernant les énergies fossiles, elle contribue à l'effet de serre parce que finalement on déstocke en brûlant du charbon hier, du fuel ou du gaz aujourd'hui, du carbone qui était enfoui il y a 200 millions d'années dans l'atmosphère. On contribue à l'effet de serre à ce titre. Lorsque on développe un projet Boénergie, le cycle du carbone est un cycle renouvelable. C'est-à-dire que le bois qui est absorbé par la chaudière émet effectivement du CO2, mais ce CO2 a en fait été absorbé par l'arbre quelques années plus tôt. Et il le sera parce que le bocage et les forêts en France étant renouvelables, l'arbre continue à absorber le carbone qui sera émis par la combustion du bois. Donc on est sur un cycle qui reste un cycle interne à la biosphère, sans enrichissement de l'atmosphère en CO2. Voilà pourquoi on parle de cycle de carbone renouvelable.
quelles ressources on veut utiliser? Alors, comme le soulignait Monsieur le maire tout à l'heure, c'est une ressource bocagère. Pourquoi? Parce qu'on est sur un territoire où la haie est extrêmement présente et où cette ressource, effectivement, peut parfaitement rejoindre et être utilisée dans une chaufferie collective comme celle qui va être montée sur notre territoire. Alors, la ressource est très importante. On a sur les Hauts-de-France un peu plus de 20 000 km de haies bocagères, 10 000 sur le parc naturel de l'Avesnois, la moitié du potentiel. On produit aujourd'hui à peu près 5 000 tonnes de bois qui sont valorisées dans des chaufferies, mais le potentiel en fait s'élève plus à 70 000 tonnes. Donc on a une ressource qui est extrêmement abondante et avec un avantage sur le territoire, c'est que l'approvisionnement des chaufferies est organisé. Il y a des acteurs, principalement agricoles, qui se sont structurés pour pouvoir garantir l'approvisionnement sur le durable des chaufferies. Mais ça ne se fait pas au détriment d'une gestion écologique du patrimoine, ce patrimoine bocager qui produit chaque année, qui immobilise le carbone contenu dans l'atmosphère à peu près à raison de 10-12 tonnes de bois chaque année par kilomètre. Bien, il s'agit effectivement, en renouvelant, en coupant les arbres à peu près tous les 10 à 12 ans, bien, renouveler un petit peu ce bocage et générer cette ressource qui peut être valorisée. Alors il y a des avantages qui sont des avantages un peu externes ou parallèles, périphériques, qu'on appelle les aménités d'une façon générale. C'est la lutte contre le ruissellement de l'eau et l'érosion des sols, puisque la haie est un obstacle à cette érosion et permet de préserver en fait la richesse agronomique des sols sur la parcelle. Donc ça, c'est le premier atout. Le second atout, il est lié effectivement au fait que l'arbre va favoriser en fait l'infiltration de l'eau dans le sous-sol et donc l'alimentation des nappes phréatiques. Le troisième avantage, c'est que l'arbre va aussi pour sa croissance avoir besoin d'un certain nombre d'éléments minéraux, tels que le phosphore, la potasse, notamment, ou un peu d'azote, et ça va éviter effectivement, en l'absorbant, que ces différents nutriments rejoignent les cours d'eau. Donc, et puis le point d'orgue, c'est effectivement qu'au pied de la haie et autour de la haie vit un certain nombre d'animaux, de faune et de flore qui permet de préserver la biodiversité des territoires. Alors, quand une collectivité s'engage dans un projet comme celui-ci, elle s'y engage bien sûr pour préserver le territoire, préserver son paysage, mais elle s'y engage également pour organiser des retombées socio-économiques sur son territoire. Alors, un projet comme celui de Fourmies, c'est à la fois la construction d'une chaufferie, c'est la construction d'un réseau, c'est la construction de postes de livraison de la chaleur, qui vont donc générer de l'emploi dans les entreprises du BTP. Ça, c'est la première source d'emploi. La seconde source d'emploi, ça va être lié à l'exploitation. Et la troisième source d'emploi, elle va être liée en fait à la mobilisation de la ressource. Et là, vous avez sur les différentes chaînes de fabrication de la plaquette à partir de la ressource bocagère qui s'appuie sur un broyage, sur du stockage, sur des livraisons. Et puis, il ne faut pas oublier que la combustion du bois génère des cendres. Ces cendres sont riches en chaux, sont riches en potasse. Elles présentent donc un intérêt pour l'agriculture et il y a de l'emploi effectivement en conséquence pour la production agricole pour épandre ces cendres en agriculture. Mais c'est un produit qui présente un double intérêt complémentaire. Le premier, c'est qu'il va venir remplacer des engrais et des amendements commerciaux et donc susciter en fait aussi une réduction des coûts pour le compte de l'agriculteur. Et puis le deuxième avantage, c'est le fait qu'on va substituer des engrais et des amendements qui eux-mêmes sont extrêmement énergivores. Donc il y a là aussi une réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est indirecte. Le troisième gros atout, c'est la stabilité des prix, c'est les aspects économiques en fait. Alors vous avez sur ce graphique, la courbe verte tout en bas, c'est l'évolution depuis une dizaine d'années à peu près des coûts de la plaquette forestière. Et on voit effectivement que c'est quasi linéaire, ça n'a pratiquement pas évolué depuis 10 ans. Et comment ça s'explique? Eh bien par le petit graphique à droite qui présente globalement la structure du coût d'une plaquette bocagère qui est produite. Et 20% seulement du prix correspond à l'achat de la ressource. Le reste, c'est du personnel, c'est de l'amortissement d'équipement, c'est un peu de combustible, ou plutôt de carburant, pour mettre dans les machines, c'est du transport, et puis c'est de l'amortissement de charges de structure, parce qu'il faut bien organiser tout le système pour garantir l'approvisionnement sur le long terme. Et on voit bien qu'il y a un écart avec le coût des énergies fossiles. On voit bien d'abord tout en haut l'INEPSI à se chauffer à l'électricité. Vous avez les deux courbes du haut bleues qui correspondent à l'évolution du coût de l'électricité pour le particulier tout en haut et pour une collectivité en bleu clair. Et on voit bien en fait que les coûts sont extrêmement élevés et que le chauffage électrique est une hérésie, pas seulement d'un point de vue
je dirais, technique, mais est une hérésie aussi d'un point de vue économique pour des ménages. Et c'est l'écart entre les énergies fossiles qu'on substitue et le coût des plaquettes de bois qui va permettre en fait d'amortir les surcoûts d'investissement et les surcoûts d'exploitation. Alors, voilà, donc coût de production dans le contexte actuel qui est comparable à celui des énergies fossiles. Mais avec ces gros avantages, c'est que sur le long terme, ce sont des charges de chauffage qui sont stables. Le projet de Fourmi, c'est un projet qui vise à desservir en fait 5 principaux bâtiments qui sont les bâtiments de la ville, hein, la mairie, l'inspection académique, l'écomusée, le théâtre, le tiers-lieu. Ce premier scénario vise à desservir à peu près 1200 MWh par an. Alors en première approche, c'est à peu près la consommation énergétique de 120-130 ménages. Hein. C'est un peu plus de 1000 mètres de tranchées de réseau qu'il va falloir mettre en place, avec une chaufferie biomasse qui va présenter une puissance de l'ordre de 300 kW. Hein, et une chaufferie d'appoint secours au gaz, qui elle va fonctionner uniquement lorsqu'on aura besoin d'entretenir la chaudière bois et que celle-ci sera à l'arrêt, ou bien au cœur de l'hiver, lorsqu'il fera très froid. Ça permettra de garantir en fait l'approvisionnement de ces bâtiments. Le second scénario, c'est un scénario un peu plus ambitieux, qui vise aussi à alimenter la salle Mandela, le gymnase Gilbert Piette, le théâtre, le tiers-lieu. Et pour une consommation énergétique annuelle de l'ordre de 1400 MWh, là on est plutôt sur 150-160 équivalents foyers, et puis à peu près 1500 mètres de tranchées qui devront être construites hein, pour alimenter les bâtiments. Et là je vais vous couper quelques secondes, Monsieur Plumaille, puisqu'on a vu que le réseau de chaleur passait là, dans le premier scénario rue Saint-Louis, mais c'est une des options puisqu'on envisage éventuellement de faire passer boulevard Sadi-Carnot si ça pouvait permettre en tout cas de moins impacter les commerçants. Donc voilà, il y aura deux options en tout cas sur le tracé. Vous faites bien de le souligner. Du coup, j'en profite pour effectivement indiquer qu'il y a plusieurs scénarios de tracés qui sont envisagés et que en fait dans la dernière option, on évite effectivement, en tout cas pour la majeure partie, d'emprunter la rue Saint-Louis. Et même chose, hein, la chaufferie qui est le carré bleu marine là qu'on voit finalement est rue de Benbourg et non pas à l'endroit qui est indiqué ici. La chaufferie, elle, rue de Benbourg, occupera un espace de l'ordre de 700 à 800 mètres carrés au total. Ce sera une aire bitumée hein, pour recevoir des camions de livraison qui seront des camions de forte capacité, de 90 mètres cubes, pour éviter tout simplement un nombre de rotations élevé, monsieur le maire. Hein. Donc on va limiter les contraintes d'exploitation, les nuisances aussi, hein, en limitant le nombre de rotations. Et puis le bâtiment, ce sera un bâtiment qui sera composé finalement de 2 parties. Un bâtiment chaufferie qui lui représentera un cube de l'ordre de 10 mètres sur 8,50 mètres et 3,50 mètres de haut, une cheminée de 9 mètres au total. Et puis à côté, il y a un bâtiment de stockage du bois qui lui est un peu plus en longueur, hein, qui fera 18 mètres de long et 6 mètres de large et 4,50 mètres de hauteur. Donc c'est 2 blocs qu'il va falloir assembler, 3 blocs on va dire avec la cheminée qu'il va falloir assembler pour que ça s'inscrive le mieux possible dans le contexte architectural et urbanistique de la ville. En matière d'effet de serre... Et je vais vous couper encore une fois. Et pourquoi cette installation rue de Benbourg? C'est parce qu'il y aura une pénétrante justement du département qui va passer derrière, pour ceux qui connaissent le Red Box, et arriver rue de Benbourg. Et les routes départementales sont des routes pour poids lourds. Donc c'est pour cela que ce choix a été fait. Parfait. En matière d'effet de serre, sur la durée de vie de l'installation, c'est 3200 tonnes équivalent pétrole qui vont être évitées pour le scénario 1, c'est quand même assez considérable, et 3900 tonnes pour le scénario 2. Ce qui représente, si on devait raisonner en équivalent véhicule, alors c'est à peu près la même chose que tout à l'heure pour les foyers, si vous voulez. On est à peu près à 140 à 70 véhicules évités finalement grâce à ce projet. Et pour terminer, quelques planches photographiques pour représenter à quoi ressemble une chaufferie. Alors d'abord en plan technique, avec en haut les systèmes de stockage, avec des échelles de racleurs pour pouvoir acheminer le bois jusqu'à des convoyeurs qui vont eux-mêmes alimenter ensuite en bas une chaudière bois qui va être équipée de systèmes de traitement de fumée, avec la gestion des cendres qu'on le voit dans le big bag ou dans des bennes qu'on peut voir sur ces planches de photo. Et puis, bien pour acheminer
la chaleur jusque sur les lieux d'utilisation de celle-ci. Il faut un réseau. Vous avez là un exemple de chantier. Ce sont des réseaux qui sont enterrés, de canalisation enterrée, avec un tube qui vise à acheminer la chaleur qui va être à peu près à une température de 90 degrés, avec au retour le tube retour qui va ramener en fait cette eau à une température de l'ordre de 50 à 60, 70 degrés en chaufferie centrale. Et la chaufferie, elle a pour rôle de remonter la température de façon à ce que le cycle puisse se poursuivre. Et puis en bas, vous avez le poste de livraison de la chaleur, très compact. Ça occupe des espaces qui sont 5 à 7 fois inférieurs à une chaudière de puissance équivalente. C'est tout petit en réalité. Comme vous le voyez sur la photo en bas à droite, eh bien, c'est un échangeur. On n'imagine même pas, c'est un petit échangeur à plaques qui est complètement masqué dans un bloc dans lequel il y a de l'isolant. Donc on a une performance énergétique qui est, sur ce projet extrêmement élevée, avec une consommation énergétique de l'ordre de 300 à, en fonction des scénarios, 450 tonnes de bois par an. Voilà, je vous remercie de votre attention. Place maintenant aux échanges. Alors, vous pouvez nous poser vos questions sur le chat en bas à gauche. N'hésitez pas. La première question est souvent la plus difficile. On a déjà eu des commentaires de M. Romain qui vous encourage, Monsieur le maire, dans ce projet-là, qui dit « excellente idée ». Une autre question qui portait sur l'implantation de la chaufferie. Pourquoi avoir choisi de l'implanter rue de Benbourg? Vous y avez répondu. Il peut y avoir également une question concernant l'impact des livraisons sur les transports. Alors, Monsieur Plumaille, est-ce que oui. sur la circulation en ville, est-ce que cela impactera les transports Alors, effectivement, on va avoir des camions qui vont devoir alimenter, approvisionner cette chaufferie. Donc, évidemment, on peut pas nier qu'il ne va pas y avoir un trafic supplémentaire. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est dans le premier scénario à peu près 300 tonnes de bois chaque année. Et un camion va livrer à chaque fois à peu près entre 20 et 25 tonnes de bois. Vous voyez, donc, ça veut dire que sur tout un hiver, le trafic qui sera généré, c'est à peu près 15 camions. Donc on va avoir en fait une livraison dans le scénario 1, une livraison tous les 15-17 camions en vérité, une livraison tous les 15 jours quoi, en fait. C'est à peu près ça. Alors peut-être qu'au cœur de l'hiver, on sera un camion par semaine, et puis en demi-saison, au mois d'octobre ou bien au mois de mars, on sera sur un camion toutes les 3 semaines ou tous les mois. Donc voilà un petit peu pour le scénario de base, l'impact sur le trafic qui sera généré. Il est faible. On peut considérer qu'il est extrêmement faible. Deuxième point, sur le scénario étendu, on a à peu près 450 tonnes de bois qui vont être livrées. C'est donc un peu plus de 20 camions qui vont être... donc vous voyez, c'est un petit peu plus, mais à peine plus, finalement. D'accord. Par ailleurs, je pense que des heures de livraison ont été imposées dans le cahier des charges qui sera publié prochainement. C'est ça, absolument. Donc là aussi, il y a une grande liberté dans l'organisation. Ce qu'il faut, c'est éviter effectivement les moments dans la ville, dans la journée où l'usage des voiries sont les plus intenses, les usages sont les plus intenses. Et donc on a réservé des plages horaires dans l'approvisionnement des camions. Ça, c'est très facile dans un cahier des charges de l'imposer en fait à un fournisseur de combustible. Là, très concrètement, je suis en train de travailler sur un projet dans notre ville. Il y a la collectivité qui exige que les livraisons se fassent entre 6h et 7h30 le matin, pour absolument pas gêner l'approvisionnement, la circulation en ville. Et limiter les risques aussi liés à la sécurité. Bien. Une petite question planning pour Arpan. Arpan, on peut espérer la livraison et la mise en fonction de ce réseau pour quand? Selon le planning, on peut espérer la mise en place du réseau pour avril 2022 et la mise en fonction pour la saison de chauffe de l'année 2022 et 2023. Merci Arpan. On n'a pour le moment plus de questions. On va pouvoir passer à la séance de co-conception. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires qui vous viennent, on y répondra. Nous sommes encore ensemble pour quelques minutes. Comme vous le disiez, Monsieur le maire, tout à l'heure, vous avez votre mot à dire. Le vote que vous allez produire aura un impact sur le cahier des charges qui sera destiné à l'architecte qui concevra le bâtiment.
On va vous donner quelques éléments pour vous accompagner dans le choix de l'aspect extérieur de la chaufferie, à travers quelques images de référence que voici. Ah, pardon. C'est moi. On va récupérer la télécommande. Alors, on peut juste peut-être rappeler les dimensions de la chaudière, parce que là, on va voir des exemples de chaudières avec différentes capacités, donc plus ou moins grandes. Souvent, c'est plus grande. Ouais. Rappelons vite fait un petit peu nos dimensions pour que ceux qui nous regardent et qui nous écoutent aient bien les dimensions en tête. Ce n'est pas spécialement ce qui va être diffusé. Notre chaufferie sera alimentée par une chaudière de 350 à 500 kW, donc un bâtiment de taille 10 mètres en longueur, environ 8 mètres en largeur et environ 3,5 mètres en hauteur, avec une cheminée de 9 mètres. Merci Arpan. Alors l'objectif, c'est que vous puissiez voter pour l'aspect extérieur et de la cheminée, mais aussi l'aspect extérieur du bâtiment de chaufferie qui, comme l'a indiqué tout à l'heure M. Plumaille, mais aussi Arpan, se décomposera en 2 bâtiments. Donc là, vous voyez le bâtiment de chaufferie, mais il y aura en plus le bâtiment de stockage qui sera plus en longueur. Alors, voici par exemple un bâtiment végétalisé, un bâtiment avec des murs en bois, avec un parement en bois, en couverture. Ici, on est sur du métal. Vous pouvez également choisir du béton. Et voici d'autres réalisations. Ici, voici la cheminée. Ça, c'est une cheminée type, Monsieur Plumaille, en inox. Mais il pourrait y avoir d'autres idées. Alors, voici une image de référence pour une cheminée avec un parement en bois. Mais on a d'autres sujets d'inspiration, n'est-ce pas, Monsieur le maire, à Fourmies? Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous en avons tous discuté ensemble depuis ce matin et encore ce début de midi. Et pourquoi pas utiliser de la brique? Nous avons l'écomusée que vous voyez là, ici à l'écran avec sa grande cheminée. Nous savons qu'il y a la dernière usine textile à Vigneuil qui est propriété de l'établissement public foncier, qui est une structure juridique qui aide les collectivités dans la réhabilitation des friches. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, j'ai bien imaginé, de se rapprocher de monsieur le maire de Vigneuil et d'imaginer récupérer des briques de cette ancienne cheminée pour faire une enveloppe de la cheminée en inox avec les briques de la filature de Vigneuil et pourquoi pas utiliser aussi les briques de là-bas et pour le mettre autour de la chaufferie. Voilà. On aurait l'écomusée et puis devant une petite cheminée, mais qui viendrait en tout cas de la dernière usine de Vigneuil. Ça pourrait être une idée, un petit clin d'œil aussi. Pourquoi pas? Donc il y aurait l'histoire de la première, deuxième et troisième révolution industrielle à 50 mètres tout à fait. d'envergure à distance de l'écomusée. Si vous avez d'autres idées d'aspect extérieur, n'hésitez pas à nous les formuler. Elles seront ajoutées et mises au vote. Alors concrètement, comment ça va se passer, le vote? Nous vous donnons rendez-vous sur le site internet de la ville à partir de 17h ce jour et jusqu'au 24 février pour répondre aux 2 questions. Première question, quel est l'aspect extérieur que vous souhaitez pour la cheminée? Deuxième question, quel est l'aspect extérieur que vous souhaitez pour les bâtiments de chaufferie? Les résultats seront publiés le 25 février sur le site de la ville et sur Facebook, le Facebook de la ville. Les services de la commune se tiennent bien évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Voici le numéro de téléphone qu'il faut composer. Et forte des résultats de ce vote, la commune imposera à l'architecte, dans le cahier des charges, le type de conception du bâtiment. Monsieur le maire, un mot de conclusion? Je pense que tout le monde s'aperçoit en fait que nous prenons le réchauffement climatique vraiment à cœur. C'est un problème qui se pose. Nous essayons d'y répondre, nous, à Fourmies, en tout cas, et on essaie de porter la bonne parole autour de nous. Nous prenons donc le virage de la transition énergétique. Nous l'avons fait pour la production d'énergie renouvelable. On le fait là, cette fois-ci,
pour la chaleur renouvelable. Nous allons poursuivre dans d'autres projets. Et comme vous le savez, dans la troisième révolution industrielle, nous avons aussi un pilier gouvernance partagée. C'est ce que nous faisons là actuellement avec ces ateliers de co-construction. Donc je vous remercie d'ores et déjà pour votre participation là, pendant cette heure de déjeuner, mais aussi pour votre collaboration et participation à cette période de vote. Donc je répète, à partir de ce soir, 17 h jusqu'au 24 février, je ne me trompe pas, c'est bien cela. Merci à part.